Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième saison des webinaires de l'Institut TTI.5. Nous sommes ravis de vous retrouver et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un enjeu central des défis majeurs entraînés par le changement climatique, celui de la ville durable. Et comme l'Institut TTI.5 le prône, nous allons tenter de donner une vision holistique des enjeux liés à la question de la ville puisque aujourd'hui, les agglomérations qui regroupent 56% de la population mondiale doivent s'adapter. Et les derniers événements dramatiques que nous avons pu vivre cette semaine nous montrent à quel point cette exigence relève de l'urgence. Nous vous proposons pour aborder différents prismes à la fois sociaux, politiques, économiques, techniques, mais également en termes de déclinaison spatiale, de rassembler les éléments que vont vous proposer trois chercheurs qui sont deux chercheurs de l'École des mines de Paris et un chercheur du Bureau de recherche géologique et minière et qui vont nous emmener à travers des considérations plutôt globales par rapport au dernier rapport du GIEC et plutôt spécifiques par rapport aux enjeux à la fois de logistique et d'urbanisme climatique. Pour commencer ce séminaire, j'ai le plaisir d'accueillir Gonnery Lecauzané, qui est chercheur au sein de l'unité risques côtiers et changement climatique au Bureau de recherche géologique et minière, et qui est co-auteur du sixième rapport du GIEC. Gonnery est ingénieur et géographe depuis 2006 à la direction des risques et de la prévention, et ses travaux portent sur l'adaptation à l'élévation du niveau de la mer et aux aléas littoraux associés, érosion côtière et submersion marine. Et donc aujourd'hui, il nous fait le plaisir de nous partager les éléments sur les villes et changements climatiques extraits du dernier rapport du GIEC. Gonnery, c'est à toi. Bonjour, merci Nadia pour cette présentation, merci pour cette invitation. Donc, je vais partager mon écran, voilà, qui est ici, que vous devez voir à présent. Donc, effectivement, comme le disait Nadia, je ne suis pas un spécialiste de la ville, hein, donc présenter un domaine aussi important que la ville et le changement climatique, bon, voilà, c'est quelque chose d'assez impressionnant pour moi. Mais je pense que c'est aussi une bonne occasion de présenter un peu ce que c'est que ce rapport du GIEC, quelle est la logique qu'il y a derrière et le récit finalement qu'il y a autour de cette adaptation au changement climatique et l'atténuation qui va avec. Et donc, je remercie évidemment mes 720 co-auteurs pour le travail qui a été accompli et qui me permet aujourd'hui de parler de la ville et du changement climatique. Voilà. Donc, tout d'abord, un petit point sur qu'est-ce que c'est le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, c'est un groupe qui a été mis en place il y a une trentaine d'années, dont Nadia notamment est une des co-auteurs, hein. Le mandat, c'est d'évaluer l'information scientifique, technique, sociale et économique pertinente pour comprendre le changement climatique, les moyens de le limiter et de s'y adapter. Donc le GIEC doit être exhaustif, couvrir tous les sujets, objectif, objectif, transparent. Les éléments sont assemblés avec rigueur, robustesse, non prescriptif. On décrit toujours les incertitudes qui sont associées aux différents messages qui sont mis en évidence. Est-ce qu'on a une confiance forte, moyenne, faible dans tel ou tel message? Et puis également, le GIEC n'est absolument pas prescriptif, c'est-à-dire qu'il ne fera aucune recommandation, il ne fera qu'analyser les conséquences de décision. Pour le sixième rapport d'évaluation, 721 scientifiques de 90 pays ont contribué. Donc, vous voyez les trois rapports qui portent sur les sciences du climat, les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité, c'est celui auquel j'ai contribué. Et l'atténuation, groupe 3, c'est celui auquel Nadia, Maizi et d'autres collègues ont contribué. Et puis trois rapports spéciaux, un sur les terres, un sur les 1,5 degré en 2018 et un sur l'océan et la cryosphère. Donc là, en rouge, effectivement, j'avais eu une toute petite contribution en tant qu'auteur-contributeur dans l'océan et la cryosphère. L'an dernier, vous avez vu un rapport donc en 2023 qui est paru, qui est la synthèse en fait de ces trois rapports auxquels je n'ai pas contribué, mais qui effectivement précise de manière complètement intégrée les solutions pour divers systèmes, dont les villes. Et donc, c'est extrêmement utile de s'y référer. C'est un document très court qui est très utile à consulter.
Alors, quand on regarde le rapport du GIEC, le message principal, c'est que la décennie qu'on a sous les yeux, donc 2020-2029, donc on en est déjà à un tiers en fait, hein, elle est vraiment cruciale pour notre avenir à tous, puisque chaque tonne de CO2 émise accroît le réchauffement de la planète, nous fait atteindre petit à petit les limites de l'adaptation pour différents systèmes. Ça peut être des systèmes liés à la sécurité alimentaire ou, par exemple, à la température, le confort thermique dans les villes. Et en fait, vous voyez, sur la figure de droite, vous voyez en fait les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui seraient nécessaires pour maintenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré, qui est un seuil dont le rapport du GIEC nous montre que le dépasser, en fait, nous fait courir de plus en plus de risques et nous fait atteindre de plus en plus de limites à l'adaptation. Donc, on a vraiment devant nous, en fait, une urgence qui est vraiment reflétée dans le résumé aux décideurs, qui est approuvé ligne par les gouvernements. Le mot urgence est utilisé à plusieurs reprises. Je pense que c'est quand même un signal assez fort pour un rapport qui n'est pas prescriptif. Le rapport du groupe 2 évalue les risques du changement climatique. Et le message principal, c'est qu'effectivement, à chaque fraction de degré de réchauffement climatique, les risques deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Que sont ces risques? Ces risques, en fait, ce sont la combinaison d'aléas, comme par exemple les vagues de chaleur ou les canicules, les risques sur les ressources en eau, les risques qui pèsent sur la production agricole, les risques d'inondation et tous les effets en cascade qui en découlent, par exemple les feux de forêt ou alors les risques de défaut dans le système assurantiel, par exemple. Et donc, ces aléas vont rencontrer des enjeux qui sont, par exemple, des bâtiments, des personnes ou des écosystèmes qui sont plus ou moins vulnérables à ce changement climatique. Et donc, cette vulnérabilité, en fait, on a deux indicateurs qui nous montrent qu'on est très vulnérable. En fait, c'est que la première chose, c'est qu'on a entre 3 et 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables, avec des accès aux routes qui sont, avec des infrastructures de transport, d'eau, etc., qui sont facilement compromis. Pour les écosystèmes, c'est encore pire. On a 1 million d'espèces sur 8 millions d'espèces estimées qui sont aujourd'hui déjà menacées d'extinction. Et l'exposition augmente avec une pression sur les terres et une expansion urbaine qui augmente. Donc, face à ces risques, l'adaptation, c'est l'action qui consiste à essayer de réduire ces risques. Mais ce qu'on observe, c'est aussi beaucoup de maladaptation. Et donc, la maladaptation, ce sont toutes les actions qui, avec ou sans intention de réduire les risques, conduisent finalement à les augmenter. On verra des exemples dans les villes tout à l'heure. Et puis, on a toutes les questions qui se posent par rapport au financement de l'adaptation et aux limites à l'adaptation. À partir de quel niveau de réchauffement climatique est-ce que finalement, les solutions localement, elles n'existent plus finalement. Alors, si on regarde en fait la question des villes, en fait, ce qui frappe en premier lieu, hein, parmi tous les risques qu'on a cités, c'est, à mon avis, hein, les vagues de chaleur et les conditions de température, enfin, voilà, les conditions de température et d'humidité qui deviennent létales, c'est-à-dire en fait qui présentent un risque pour la vie humaine. Donc, vous avez ces cartes en fait qui sont dans le groupe 2, qui sont vraiment très impressionnantes, qui montrent le nombre de jours par an où vous dépassez des seuils de létalité en fait des conditions de température et d'humidité. Donc là, on est dans un scénario RCP 4.5 qui est en fait un scénario intermédiaire. On est vers 2050, donc 2 degrés de réchauffement climatique global. Et donc, on est en plein dans la trajectoire d'adaptation au changement climatique qu'a définie la France pour l'adaptation, en fait, hein, qui nous mènerait vers 3 degrés en 2100. Mais là, on n'est pas encore à 3 degrés, on est à 2 degrés. Et vous voyez, par exemple, qu'en Amazonie, mais aussi, par exemple, en Guyane, eh ben, on a pratiquement la moitié des jours par an, voire davantage, qui sont, en fait, où on dépasse ces conditions de température létales. Donc ça, c'est vraiment basé sur la température humidité moyenne. Ça ne prend pas en compte, en fait, par exemple, l'îlot de chaleur urbain. Et l'îlot de chaleur urbain, donc ça, c'est une figure qui est issue du groupe 1, qui nous montre effectivement que il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cet îlot de chaleur urbain. Donc, une augmentation de la température dans les villes qui est liée en fait à la géométrie des villes, à la densité de bâtiments, etc., aux activités qui dégagent de la chaleur dans les villes, donc par exemple tout ce qui est chauffage domestique, etc., toutes les propriétés des matériaux qui conduisent finalement à retenir la chaleur, donc notamment l'usage de différents, par exemple, quelque chose de très minéral va maintenir, va augmenter cet effet de chaleur urbain. Et donc, vous voyez en fait en degrés le potentiel selon les régions qui peut varier entre 1 et 2 degrés selon les différentes façons. Et puis, alors, il y a un moyen effectivement de réduire cet îlot de chaleur urbain. Là, on commence déjà à arriver sur les solutions. C'est finalement d'avoir des espaces en eau, donc soit la mer, soit les rivières, des lacs, etc., ou de la végétation. Donc là, on commence à voir qu'il y a des solutions à ce niveau-là, mais on voit aussi que les villes ont quand même tendance à manquer de végétation et d'eau. Et donc là, il y a un enjeu en fait de redéfinition de l'espace public pour cela. Alors,
Là, on a parlé de l'aléa, et si vous regardez la carte d'aléa, vous voyez en fait les zones où les conditions deviennent létales. Donc là, c'est hors ville, hein, parce que dans les villes, on a l'îlot de chaleur urbain en plus. Mais en plus, vous voyez les conditions de vulnérabilité, en fait. Où sont les 3 milliards de personnes très vulnérables au changement climatique dont on parlait tout à l'heure? Eh ben, elles sont plutôt dans les pays en fait, du Sud, Afrique, Asie du Sud-Est, dans une certaine mesure Amérique latine et petites îles. Et ce sont précisément les zones qui seront les plus affectées par le dépassement de ces conditions de température létales. Alors, au-delà de cette question-là, de la vulnérabilité qui est évaluée d'une manière assez macro en prenant plusieurs indicateurs, donc voilà, l'accès à l'eau, les systèmes de santé, etc., il y a également quelque chose qui est extrêmement important, qui est reflété dans le rapport du groupe 3, qui est l'habitat informel. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui vivent dans des habitats informels, beaucoup en Asie et en Afrique. Mais en fait, même en Europe et en Amérique, le nombre de personnes qui vivent dans des habitats informels a tendance à augmenter. Et ces personnes, le rapport du GIEC nous dit clairement, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler, qu'elles sont très vulnérables au changement climatique. Alors, on peut voir en fait le fait qu'aujourd'hui, comme le disait Nadia, on a à peu près 4,2 milliards d'habitants dans des villes, avec à peu près la moitié de ces 4,2 milliards d'habitants dans des villes de taille petite à moyenne, moins de 500 000 habitants. Vous voyez en rouge là. Ça, c'est une figure du groupe 3 également. Mais en fait, ce que l'on sait, c'est que d'ici à 2050, on aura 2,5 milliards de personnes supplémentaires dans les zones urbaines. Donc 90% de cette croissance sera en Asie et en Afrique. Alors, ces villes en croissance, en fait, si on réfléchit, c'est une opportunité pour agir. C'est-à-dire qu'en fait, à court terme, on a une opportunité pour construire des villes qui soient plus résilientes pour abriter en fait ces 2,5 milliards d'habitants supplémentaires d'ici à 2050. C'est comme ça que c'est présenté, en tout cas dans le rapport du GIEC. Alors, un exemple tout simple, c'est par rapport à l'élévation du niveau de la mer, qui est là vraiment ma spécialité de recherche, hein. En fait, ce que vous voyez sur cette carte, c'est finalement le nombre de personnes en gris qui aujourd'hui sont exposées à des submersions marines en 2020. Donc, lors d'événements de tempête, ce sont des personnes qui sont susceptibles d'être submergées. En Europe, c'est à peu près 670 000 personnes. En Asie, 63 millions de personnes. En 2040, on aura eu deux phénomènes. On aura eu le premier phénomène qui est l'élévation du niveau de la mer, qui aura conduit à augmenter le nombre de personnes qui seront exposées à cette élévation du niveau de la mer et aux tempêtes. Donc l'élévation du niveau de la mer, son effet net, il est représenté en orange, là, ici, en orange foncé. Mais il y aura eu un deuxième phénomène qui est la croissance urbaine et le développement urbain dans les zones basses. Là, ce sont les personnes en orange light, en fait, donc l'orange là qui est un petit peu moins foncé. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des situations extrêmement différentes selon les continents. C'est-à-dire qu'en fait, en Europe et en Amérique du Nord, le principal problème, en fait, c'est de gérer des zones qui sont déjà urbanisées, basses, en fait. Alors qu'en Afrique et en Asie, un deuxième problème qui se pose, ça va être de limiter l'urbanisation dans des zones qui sont exposées aux submersions marines. Parce que si on laisse faire les choses sans finalement introduire de la réglementation ou des différents mécanismes d'incitation pour éviter d'aller s'exposer davantage aux submersions marines, eh ben, on aura en fait des centaines de milliers à des millions de personnes supplémentaires exposées aux risques littoraux. Donc, on a vraiment une opportunité de réfléchir à court terme sur la meilleure manière d'avoir des villes résilientes. Alors là, c'est sur le niveau de la mer, mais évidemment, sur les canicules et sur tout ça, c'est tous les autres risques climatiques, c'est également important. Alors, quelles sont les actions prioritaires pour les villes? Là, j'ai repris une figure du Summary for Urban Policymakers. C'est un texte en fait qui a été rédigé par un certain nombre d'organisations, par des collègues qui ont contribué au rapport du GIEC, des trois rapports, et qui a été publié en novembre 2022 pour la COP, donc la dernière COP qui s'est tenue en Égypte. En fait, ce que montre cette figure-là, ici à gauche, c'est qu'effectivement, les actions prioritaires ne sont pas les mêmes pour des villes émergentes qui sont en croissance rapide ou qui sont établies. Donc, effectivement, pour les villes déjà bien établies, par exemple, conserver les espaces verts et puis les zones en eau, c'est un peu trop tard. En fait, on est plus dans reconstruire, en fait, revégétaliser ou recréer des espaces pour l'eau. Alors que par contre, pour les villes émergentes et en croissance rapide, eh bien, c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Donc, il y a cette reconnaissance finalement qui nous vient beaucoup du groupe 3, hein, des espaces urbains extrêmement différents à traiter. Mais en fait, dans tous les cas, il y a quand même des actions prioritaires qui se dessinent, des sources d'énergie propres, pas uniquement pour l'électricité, mais également pour le chauffage et puis pour les transports. Favoriser les transports en commun, la marche et le vélo, afin d'offrir une alternative à l'automobile, et puis en fait à avoir des villes qui soient en fait un peu plus compactes et dans lesquelles on puisse accéder facilement aux différents services.
des espaces verts ouverts et connectés entre eux, avec des co-bénéfices importants pour la biodiversité, et même des forêts, des zones humides urbaines, l'agriculture en ville et une meilleure gestion de l'eau, à la fois pour les questions de ressources en eau, mais également pour la question de la gestion des inondations lors des événements pluvieux intenses. En fait, avoir des espaces où on peut stocker l'eau dans les villes pour éviter en fait l'inondation tout simplement des bâtiments. Avec un concept qui est repris de notre collègue Carlos Moreno et d'autres collègues en fait donc de Sciences Po et d'ailleurs, qui est la ville des 15 minutes. Alors dans le rapport, ça oscille entre 10 minutes, 15 minutes et 20 minutes pour finalement accéder très facilement à tous les espaces, tous les services dont vous avez besoin, emploi à l'intérieur des villes, afin de limiter finalement les transports qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, si on regarde en fait comment se passe l'adaptation aujourd'hui, en Europe en tout cas, l'adaptation progresse dans de nombreuses villes, mais avec des niveaux extrêmement variables en termes d'ambition et de mise en œuvre. Alors, comment le GIEC évalue cette adaptation? Donc, c'est peut-être un message important là aussi. Ben, en fait, il le regarde tout d'abord au regard de la faisabilité et du potentiel à court terme des solutions existantes. Donc, si on regarde l'adaptation, là, c'est une figure qui est extraite du résumé aux décideurs. Vous voyez que, par exemple, pour ce qui est système d'infrastructures urbaines, les infrastructures vertes, les services écosystémiques qui peuvent entrer en ligne de compte dans les villes, eh bien finalement, la faisabilité, on va dire, est moyenne avec un niveau de confiance élevé, de fortes synergies avec l'atténuation. Voilà, on va capter du carbone en développant cette végétation. Économiquement, c'est faisable, technologiquement également. Socialement, c'est bien accepté. Des effets importants pour l'environnement. En termes physiques, ça peut poser des problèmes avec les réseaux urbains, donc là, c'est un peu plus moyen. Mais c'est surtout au niveau en fait, de soutien institutionnel que finalement, il y a une sorte de, peut-être pas de blocage, mais enfin de difficulté. Alors là, c'est vraiment un constat global pour le rapport du GIEC, mais si on zoome sur les villes européennes, donc dans le chapitre auquel j'ai contribué sur l'Europe, on voit en fait qu'il y a des progrès importants lorsque l'adaptation est institutionnalisée, et notamment par exemple dans des villes comme Rotterdam ou tout simplement Paris, qui n'est pas cité dans le rapport, mais enfin, ce serait le cas. Hein. Mais dans la plupart des villes, en fait, on voit qu'il y a peu de collaboration avec les citoyens, des difficultés de coordination entre les services et beaucoup d'expérimentation, mais qui peinent à être généralisées. Donc vraiment cet aspect en fait de concertation locale pour l'adaptation dans le rapport du groupe 2 est vraiment mis en avant. En fait, il y a l'idée que si on s'adapte mieux, si on a beaucoup de concertation et beaucoup de démocratie locale finalement. Alors, le deuxième critère d'évaluation de ces mesures d'adaptation, c'est finalement les objectifs de développement durable, qui sont la grille de lecture de référence pour évaluer les co-bénéfices ou éventuellement les compromis qu'on peut faire lorsqu'on met en œuvre de l'adaptation ou de l'atténuation. Donc, vous connaissez les 17 objectifs de développement durable qui ont été, les pays de l'ONU en fait se sont mis d'accord pour l'atteinte de ces 17 objectifs, hein, c'est réduire la pauvreté, réduire la faim, une bonne éducation, une bonne santé, l'égalité des sexes, etc., des écosystèmes sains. En fait, finalement, on doit tous tomber d'accord sur le fait que c'est une bonne chose de les atteindre. Alors, si on regarde finalement où est-ce qu'on en est en France pour les objectifs de développement durable, on en a atteint deux, l'absence de pauvreté, au regard des critères qui sont décrits dans le European Sustainable Development Report, et puis l'industrie, l'innovation, l'infrastructure. Tous les autres objectifs de développement durable ne sont pas atteints. Donc, on a finalement des actions qui peuvent être mises en œuvre en France qui nous permettent de progresser en fait, vers une meilleure qualité de vie, hein, tout simplement. Alors, on peut se poser des questions par rapport à cette figure. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas atteint pour la faim alors que finalement, on ne voit pas des problèmes de faim importants en France? C'est parce qu'à travers nos importations et nos exportations, on compromet les possibilités pour des pays tiers d'atteindre cet objectif de développement durable. Voilà. Donc, on voit que même en France, qui est quand même un pays où les conditions de vie sont quand même plus favorables que dans beaucoup de pays du Sud, on a des progrès à faire en termes d'objectifs de développement durable. Il y en a même pas mal qui sont en fait pas du tout en cours, on risque de pas les atteindre du tout, hein, et notamment tout ce qui concerne la biodiversité. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup des mesures d'adaptation et également d'atténuation qui sont évaluées, disons qui sont évaluées comme étant efficaces dans le rapport du GIEC, eh bien, nous apportent des co-bénéfices importants en termes d'objectifs de développement durable. Donc, si on reprend à nouveau ces infrastructures vertes, eh bien, vous voyez des co-bénéfices importants pour la santé et puis évidemment pour les écosystèmes, également pour la vie durable, etc., etc.
Alors, en fait, ça, c'est vraiment pour la partie adaptation. Mais si vous allez dans le rapport atténuation, donc limiter les émissions de gaz à effet de serre auxquelles je n'ai pas contribué, vous voyez par exemple dans la case transport un certain nombre d'actions qui contribuent à limiter les émissions de gaz à effet de serre en ville. Donc voilà, passer à l'électrique sur les véhicules en fait, les voitures hein, et puis les petits camions. Et puis faire un report modal vers des transports publics, vers les vélos électriques, etc. Vous voyez à nouveau beaucoup de co-bénéfices à travers tous ces objectifs de développement durable. Donc voilà, y compris alors, notamment la santé. Hein, je pense que c'est vraiment un message important. Voilà. Donc, en fait, un message très important à ce niveau-là, c'est de dire, ben, finalement, quand on parle de transition, il faudrait peut-être se sortir un petit peu du message que cette transition va être difficile et que, en fait, c'est un effort important et que ça va nous causer beaucoup d'ennuis. En fait, c'est exactement le contraire. C'est le moyen qu'on a d'améliorer la qualité de vie en réalité. Alors, si vous regardez maintenant le rapport de synthèse du GIEC, vous voyez en fait une synthèse de la faisabilité et du potentiel à court terme des solutions existantes, à la fois pour l'adaptation et l'atténuation, et là ici donc notamment pour les villes, mais vous le voyez pour tous les secteurs. Donc, vous revoyez à nouveau la faisabilité jusqu'à 1,5 degré. En fait, on n'a pas évalué la faisabilité au-delà de 1,5 degré parce qu'on manquait de données, avec par exemple à nouveau ces infrastructures vertes, mais également la meilleure gestion des eaux, etc. Et puis dans la partie atténuation, vous voyez cette évaluation du coût des mesures et de leur potentiel d'ici à 2030 en termes de réduction de gaz à effet de serre, sur notamment, par exemple, un report modal vers les transports publics et le vélo. C'est à peu près un potentiel d'ici à 2030 de 0,7 gigatonnes d'équivalent CO2 par an. Et ça se fait à un coût qui est très faible en réalité. Donc ça, effectivement, ce sont des données qui viennent du groupe 3. Donc cette synthèse, elle est vraiment extrêmement intéressante à lire. Alors un autre message du rapport du GIEC, c'est que des transformations rapides dans les villes sont possibles. Et ça a été montré notamment dans la pandémie de Covid 2019, qui ont montré que des changements de comportement à une échelle massive et dans un temps très court sont possibles, avec une confiance haute, et en prenant des exemples en fait vers le report modal vers le vélo dans des villes comme Bogota, Buenos Aires, Santiago du Chili, etc. Alors, maintenant, on a parlé de la maladaptation, les pratiques maladaptatives. Et il y a toujours un débat scientifique pour savoir si finalement, ce n'est pas un jugement de valeur de parler de maladaptation. La maladaptation, finalement, est-ce que ce n'est pas un jugement qu'on donne sur une solution d'adaptation qui ne nous convient pas? Alors, si on revient vers le glossaire du GIEC, moi, je pense que cette interprétation n'est pas bonne hein, de la maladaptation. En fait, on voit que la maladaptation, c'est défini comme des actions susceptibles de conduire à une augmentation des risques climatiques, y compris via des émissions de gaz à effet de serre, une augmentation de la vulnérabilité, des résultats inéquitables, une réduction du bien-être actuellement ou dans le futur. Et très souvent, la maladaptation est une conséquence non intentionnelle. Bon, je pense que, en fait, si on regarde vraiment ce qui se passe sur le terrain, là, vous voyez une image qui est issue d'un compte Twitter là, que je connais bien. Vous voyez que là, ici, dans cette requalification de rue, on a coupé des arbres pour faire des places de parking. Eh bien, clairement, ça va se traduire par davantage d'îlots de chaleur urbains et probablement également par une incitation à utiliser davantage la voiture, donc davantage d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on a quand même une preuve concrète de l'existence de la maladaptation. Et si vous regardez dans les chapitres du groupe 2 du GIEC, vous voyez d'autres exemples. Alors, on parle beaucoup de la climatisation. La climatisation à échelle individuelle, c'est une solution, mais mise en œuvre à l'échelle collective, c'est une aggravation de l'îlot de chaleur urbain. Donc, en fait, vous avez cette subtilité qu'une solution localement pour quelqu'un de particulier, si elle est généralisée, ça devient de la maladaptation. Voilà. Donc, les infrastructures vertes et bleues, donc là, quelques exemples de l'Agence européenne de l'énergie pour visualiser un peu ce que c'est. Bon, c'est tout simplement végétaliser les villes, restauration de zones humides, forêts. Il y a une certaine efficacité pour réduire les risques d'inondation et de l'eau de chaleur urbain, mais si vous regardez dans le détail le chapitre 13 donc sur l'Europe, vous voyez en fait que il faut bien le penser pour que ce soit efficace, qu'il n'y ait pas des mortalités d'arbres trop importantes, etc. Donc là, il y a quand même besoin de beaucoup d'ingénierie dans les villes pour faire ça de manière efficace. Alors, ce que je vous ai présenté là, finalement, c'est ma vision d'un domaine dont je ne suis pas spécialiste en réalité. Donc, ça peut être utile de revenir vers le résumé aux décideurs du rapport de synthèse
et lire exactement ce qu'on dit. Là, ici, ce sont la partie du résumé aux décideurs, approuvé ligne par les États, sur les villes. Donc, on ne va pas le lire ici, mais normalement, vous retrouverez à peu près ce que j'ai dit. Et donc, voilà, ça peut être, je pense que ça vaut vraiment les quelques dizaines de minutes de lecture, ce rapport de synthèse le mérite. Donc, ma conclusion, c'est de dire c'est quoi notre avenir? Bah, finalement, réduire les risques du changement climatique, c'est l'adaptation. Et dans les villes, ça passe par de l'urbanisme, une reconsidération de ce qu'est l'espace public aujourd'hui. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'atténuation. Et donc, ça passe notamment par les transports, le chauffage, etc. en ville. Limiter les pertes de biodiversité parce que l'IPBES nous rappelle régulièrement qu'on a une crise majeure de la biodiversité et que bah, ça fait peser en fait des risques pour les hommes en dernier recours. Et puis atteindre les objectifs de développement durable. C'est ce que le GIEC appelle le développement résilient face au changement climatique. Et c'est un petit peu le grand défi qu'on a devant nous là pour les quelques années qui viennent, c'est de matérialiser ce développement résilient et de le massifier très très rapidement. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Gonnery. Donc, ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est de les répercuter sur le chat ou alors de demander à prendre la parole, mais en passant par le chat, ce sera plus simple. Moi, je voulais revenir sur quelques points que tu as mentionnés en attendant que les questions arrivent. Tout d'abord, tu as parlé de température létale. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait un enjeu d'adaptation par rapport à cette hausse des températures ou si ça signifiait que c'était une limite absolue, en fait, par rapport à la létalité. Voilà. Alors, les températures létales, comment est-ce qu'elles ont été, finalement, quand vous regardez l'étude dans laquelle, d'où viennent en fait ces données, en fait, ça a été calé sur des canicules, notamment, par exemple, à Paris, en fait, en 2003, en fait. C'est à partir de quel moment est-ce que vous commencez à avoir des morts avec telle ou telle condition de température et d'humidité? Alors maintenant, les solutions d'adaptation qui sont évaluées dans le rapport du GIEC, en fait, on a beaucoup parlé de végétalisation. Donc ça, c'est une mesure qui permet de réduire les îlots de chaleur urbains. Donc effectivement, c'est une mesure d'adaptation. Après, il y a également des mesures sur, par exemple, les couleurs qui sont utilisées en ville. Donc avec, par exemple, l'utilisation de couleurs plus claires. Il y a également des mesures qui sont alors, il faut que je me rappelle, je les ai quelque part. Bah, tout simplement la climatisation, mais avec le risque d'îlot, de généraliser, en fait, d'avoir un îlot de chaleur urbain qui soit beaucoup plus important à la fin. Et puis d'autres interventions sur les bâtiments, comme par exemple bah, tout simplement la rénovation thermique, en fait, qui est à la fois utile pour l'hiver et puis pour l'été, quoi. Mais ces mesures, elles ont des limites. Et effectivement, bah, c'est sûr que euh, plus on réchauffe le climat, plus ce sera compliqué en fait de conserver une certaine efficacité pour ces mesures. Et ça, c'est vraiment un message important du rapport du groupe 2, c'est de dire qu'on ne pourra pas s'adapter à tout. Et une des limites qui est citée en Europe sur le dépassement des 1,5 degré, c'est notamment les mortalités lors des canicules en fait. Avant de prendre la question de Maud, je voulais aussi t'interroger sur dans ton expertise par rapport à l'élévation du niveau de la mer et te demander de revenir sur les conséquences parce que je crois que enfin, on ne perçoit pas bien ce que va entraîner la submersion côtière et notamment dans les zones extrêmement denses et par rapport à des communautés qui peuvent vivre de la mer et qui ont une dépendance économique forte. Donc, en fait, tu veux dire par rapport à les conséquences de l'élévation du niveau de la mer, c'est ça en fait, comment tu... Oui, c'est ça, les conséquences en fait en termes d'adaptation Oui. finalement. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'élévation du niveau de la mer, effectivement, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est un phénomène qu'on ne va pas pouvoir arrêter, en fait. C'est-à-dire que si on stabilise le climat à 1,5 degré, 2 degrés, en fait, les canicules, au bout d'un moment, vont cesser de s'aggraver, en fait, par exemple. Mais le niveau de la mer, lui, continuera à monter pendant des siècles. Donc, on va, en fait, vers une transformation majeure des côtes. On sait qu'en dépassant 1,5 degré, on va dépasser tôt ou tard 2 mètres d'élévation au niveau de la mer. Mais à court terme, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est des submersions marines type Xynthia qui vont être de plus en plus intenses, des submersions chroniques de plus en plus fréquentes à marée haute, avec des conséquences qui sont en fait des pertes économiques indirectes beaucoup en fait, en raison de l'inaccessibilité des ports, des choses comme ça.
Et puis à plus long terme, davantage d'érosion et puis des submersions permanentes. Mais les submersions permanentes, c'est pas pour tout de suite en fait. Il est même possible que ce soit plus pour le 22e siècle en réalité. Mais quand même, aujourd'hui, ça vaut le coup de réfléchir à ça parce qu'on fait des investissements dans les zones côtières basses, on met en place des infrastructures critiques, on pense beaucoup au nucléaire, mais on pourrait penser à tout un tas d'industries en fait, qui s'installent dans des zones basses, qui seront en fait l'héritage qu'on laissera demain en termes d'adaptation. Donc après, l'adaptation, ça va être protection, mais il faut savoir que ça coûte cher, hein. La barrière estuarienne à Venise, la barrière Mose, c'est 5 milliards d'euros. Ou alors la relocalisation, et il faut voir que ça coûte cher et en plus c'est très mal accepté socialement. Et toutes les autres solutions, accommodation, etc., ben, malheureusement, elles atteignent vite leurs limites. Donc c'est là en fait que c'est intéressant aussi de réduire le réchauffement climatique pour donner du temps à cette adaptation-là. Donc c'est un peu ça, là, en deux mots, les enjeux au niveau de la mer. Donc, pour reprendre les questions, la première te demande de lever la contradiction des objectifs où, d'une part, tu dis qu'il faut densifier les villes et ajouter des espaces verts et bleus. Donc, C'est ça. comment concilier les deux? Alors en fait, je pense que l'idée générale, en fait, c'est que là, c'est une figure qui est issue du groupe 3 en fait, c'est qu'il faut à la fois en fait des villes où on puisse en fait accéder facilement aux services, et donc ça suffit à ce qu'elles soient relativement compactes, et puis des villes dans lesquelles il y a de l'espace pour des espaces verts, etc. Ces espaces, c'est pas forcément uniquement les rues, ça peut être aussi les façades des bâtiments, les toits, etc. Euh, Comment le faire concrètement? Là, je dirais, il faut demander à des urbanistes, hein. Mais, euh, mais en réalité, je pense que si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est plus l'opposition qu'on peut avoir entre des villes comme très étalées, comme au Texas ou dans certains milieux périurbains français, et puis des villes beaucoup plus compactes, qui sont peut-être les villes historiques qu'on peut trouver par exemple en Hollande, où on a trouvé quand même de la place pour mettre des arbres et des choses comme ça en fait. Mais où finalement les densités de population sont assez importantes. Voilà. Là, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel un expert répondrait beaucoup mieux que moi, mais avec mes mots, c'est comme ça que je répondrai à cette question-là. Alors, on va continuer par la question sur le blanc. Donc, au-delà du vert et du bleu, qu'est-ce que tu penses de ce qui concerne les toits blancs, les murs blancs, les routes de couleur claire? Est-ce que c'est considéré comme une solution? Et est-ce qu'il y a des effets pervers à ce blanchissement des villes? Oui, alors effectivement, quand on regarde un petit peu comment c'est traité là dans le chapitre sur l'Europe, en fait, ces couleurs blanches, l'efficacité, bah, elle est jugée comme étant, excusez-moi, ta, 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 voilà, l'efficacité, elle est relativement modérée en fait, hein. En réalité, c'est une solution qui doit être combinée avec d'autres. Voilà. Économiquement, ça coûte très peu cher. Technologiquement, c'est très facile à mettre en œuvre. Après, le problème, c'est que éventuellement, ça peut ne pas être autorisé quoi, dans les centres urbains, en fait. Dans les centres urbains historiques ou des choses comme ça, en fait. Donc, si vous voulez, je pense que c'est une solution, comment dire, c'est c'est une solution qui est mise en avant, qui existe, qui n'est pas évoluée de manière extrêmement favorable non plus, en fait. Mais si vous regardez toutes les solutions là, par rapport à l'efficacité là, pour la réduction, en fait, pour répondre à la réduction du confort thermique, il n'y en a aucune qui a une efficacité qui est extrêmement forte et qui vient sans trop d'inconvénients. C'est vraiment une combinaison de tout et puis une utilisation judicieuse qui doit pouvoir permettre de répondre au cas par cas, quoi. Voilà. Même si vous regardez par exemple tout ce qui est végétalisation, l'efficacité, autant elle est évaluée favorablement dans le rapport global qui regarde toutes les régions, autant en Europe, il y a pas mal de questions qui se posent sur l'efficacité dans des centres urbains qui ont été conçus à une époque très différente d'aujourd'hui, etc., quoi. Donc, je pense vraiment que pour toutes ces solutions, il faut bien voir qu'il y a un besoin énorme d'ingénierie dans les villes pour les mettre en œuvre de manière, disons, de telle sorte qu'elles soient efficaces, en fait. Voilà, c'est la table Merci, 13.20 du chapitre 13. merci beaucoup, Gonnery, pour tous ces éléments. Je te propose de rester avec nous et on aura une discussion globale à la fin. Et je vous propose maintenant d'accueillir Éric Ballot, donc, qui est professeur à l'École des Mines de Paris au Centre de gestion scientifique,
qui va nous permettre d'aborder la question de la logistique pour une ville durable. Et Eric est spécialisé dans le traitement des chaînes logistiques et des systèmes de production. Et plus particulièrement, est un des fondateurs de l'Internet physique et il a créé une chaire industrielle Internet physique à l'École des mines de Paris, PSL. Merci Eric, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Nadia pour cette invitation. Alors du coup, je me sens un petit peu seul, n'ayant pas le GIEC ou une communauté scientifique aussi complète que ça pour m'accompagner dans cet exposé. Donc les travaux sont un peu plus modestes, bien que la logistique durable ait déjà recueilli une attention extrêmement importante. La logistique urbaine, pardon, est déjà recueilli une attention extrêmement importante dans les milieux scientifiques, mais on en est un petit peu au début et les apports sont encore largement à venir. Alors, ce qui est intéressant quand on se projette un peu, et je pense que c'est une illustration de ce qui nous a été proposé, une espèce de vue d'artiste de ce que pourrait être un Paris désirable dans le futur. Alors, ça paraît très bien. On voit de l'eau qui circule, donc les recommandations sont suivies. On voit de la végétalisation quasiment partout où c'est possible, quasiment jusqu'à Notre-Dame, puisqu'on peut reconnaître le quartier. Mais moi, en tant que spécialiste de logistique, je me pose une question, c'est où est passée la logistique dans cette ville du futur? Et en fait, la ville et la logistique sont consubstantielles. Et là, vous avez une illustration qui est du début du siècle dernier, donc de Popular Science Monthly, qui en fait anticipait les problématiques de flux et donc en fait les embouteillages, la congestion dont on peut se plaindre aujourd'hui dans nos villes. Et donc, vous voyez déjà une ville quelque part multiniveau, en surface, mais aussi potentiellement enterrée. On le voit aujourd'hui avec les réseaux de transport en commun. Et ce qu'il faut avoir en tête dans les villes, c'est que même si on peut faire des efforts, les ordres de grandeur montrent que les villes restent dépendantes de leur extérieur pour leur survie, pour l'alimentation de leur population. Et donc, à ce titre, on ne peut pas se dire, bah, ma foi, passons-nous de la logistique qui est un facteur qui génère énormément d'émissions aujourd'hui, mais pas seulement, qui consomme également des plastiques, des cartons, etc., donc de ressources énergétiques, d'eau, etc. Mais essayons de voir comment on peut limiter l'impact de cette logistique, comment on peut s'organiser pour qu'elle ait moins d'impact. Et ça, c'est une des questions qui est assez fondamentale pour nous, puisqu'on part quand même de l'idée que le foncier de la ville est limité et ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins. Et si on s'en tient à l'histoire récente, on sait que la logistique était très présente dans les grandes villes, notamment à Paris, enfin 19e, même encore au début du 20e siècle, à Paris ou aux portes de Paris, a progressivement été éloignée vers le premier, on pourrait dire, le premier ring, qui est celui de la 86, donc à une dizaine de kilomètres du centre, et se trouve aujourd'hui massivement reporté vers le deuxième niveau circulaire, qui est celui de l'A104, où on trouve aujourd'hui la majeure partie des nouveaux entrepôts, ce qui évidemment vient multiplier les déplacements vers le centre-ville. Et comme en centre-ville, on n'accepte pas les moyens les plus lourds, donc viennent multiplier les trajets, et en particulier, on le voit également lié au e-commerce, en centre-ville. Donc on a une espèce de tension entre la ville dont on rêve et puis les flux dont il va falloir s'accommoder pour survivre. Alors en termes d'enjeux globaux, si on regarde aujourd'hui, en fait, on a très peu d'éléments. J'envie tous mes collègues scientifiques qui sont bardés de données. On a pour Paris, en tout et pour tout, une enquête qui s'appelle Marchandises en ville, qui a été faite il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Et donc, prendre la photo, ça requiert à peu près une année. Développer la photo, ça requiert également plusieurs années de travail. Et donc, évidemment, quand on a les données, elles sont en partie obsolètes. Ces données vous montrent je dirais, la prééminence de l'hypercentre dans les déplacements, dans les mouvements.
liées à la logistique, ce qui n'est pas une surprise, c'est assez lié à la densité. On ne voit pas certains pôles logistiques qui concentrent également beaucoup de mouvements. Et ça vous montre également qu'on a ici essentiellement des petits ou des moyens véhicules, ce qui renvoie encore une fois sur l'idée de la congestion. J'ai essayé, malgré le peu de données, d'utiliser les outils qui existent, et notamment ceux sur le calcul des externalités, donc qui vont au-delà du réchauffement climatique, mais qui englobent également la pollution de l'air, le bruit, mais aussi la congestion. Et on arrive pour Paris à un chiffre de 1,2 milliard par an d'externalités négatives et de 6 milliards pour les Île-de-France, qui est à la fois beaucoup et peu. C'est beaucoup moins que si on supprimait les transports collectifs et qu'on remettait tout le monde sur des transports individuels, notamment la voiture. Les externalités seraient bien pires. Mais c'est donc quand même moins que les voyageurs. Et donc aujourd'hui, on n'a pas forcément des budgets pour trouver des solutions. Donc ces chiffres, pour moi, sont importants pour mobiliser les acteurs publics en leur disant, ben, en fait, ça peut dégager la voie à des investissements publics pour réduire l'impact de la logistique sur, donc comme ce sont des coûts externes, sur l'ensemble de la collectivité et en particulier ceux qui vivent dans la ville. Alors ça a été mentionné juste avant. On parle aujourd'hui de logistique douce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On envisage le passage à des camions électriques. Alors, ça peut avoir un sens en ville, car ces camions ont aujourd'hui, du fait de la technologie des batteries, des autonomies qui sont quand même limitées. Donc, on ne peut pas partir de trop loin et on ne peut pas faire des trop grands tours dans la ville avec ces camions. Et a fortiori, ce sont des camions frigo, où là, on va encore moins loin puisqu'il faut en même temps produire du froid. Alors, on parle dans ces modes doux aussi, et on voit nos villes se peupler de vélos, de cyclistes. Pour les personnes, c'est très bien. Pour la logistique, je le mettrais un peu de côté comme une fausse bonne idée, au sens où si on regarde ces flux, ce sont essentiellement des flux intra-urbains qui sont du service, qui dans le meilleur des cas sont faits avec des superbes cyclistes comme l'on peut voir ici, mais qui sont aussi souvent faits avec des cyclomoteurs et dans des conditions de sécurité qui en fait seraient totalement rédhibitoires si ces personnes étaient employées par une société. Si vous avez une espérance d'accident grave, une espérance, si on peut dire, d'accident grave pour vos employés de 6 mois, donc un accident tous les 6 mois avec arrêt de travail, je ne connais pas d'entreprise par employé, je ne connais pas d'entreprise qui puisse survivre à ce genre de pratique. Donc, si on regarde aujourd'hui la logistique de la ville, si on veut la regarder de manière un peu globale, ça induit également tous les déplacements des personnes pour aller chercher leurs marchandises. Il ne faut pas s'arrêter à la livraison de la marchandise, mais il faut aussi regarder les trajets que font les personnes pour obtenir leurs biens. Donc, il faut aller vraiment jusqu'à la mise à disposition. Et d'ailleurs, demain, il faudra aussi aller jusqu'au retour. Donc, si on se place dans une dynamique un peu plus circulaire, donc tous les flux retour, pas que de déchets, de ces personnes. Là, vous avez une petite figure qui est un petit peu à l'échelle, qui vous montre ce que l'on met dans un poids lourd versus dans des camionnettes, versus dans un wagon, versus dans des véhicules. Et donc, vous voyez que dans le modèle où on utilise largement le véhicule particulier, on peut conclure assez facilement que les trajets faits par les individus sont les moins efficaces. Et donc, on pourra avoir plus de logistique dans la ville, pour peu qu'elle soit bien faite, et être à la plus durable, c'est-à-dire des marchandises qui vont davantage vers les personnes. Alors, dans ce schéma-là, si on place dans cette perspective, je vous ai fait ici un petit schéma de 3 maillons d'approche de la ville, car ce qui compte, ce n'est pas seulement les flux internes, mais aussi comment on fait venir toutes les marchandises jusqu'au centre de la ville. Vous avez ici un graphique où vous voyez l'approche qui peut être éventuellement ferroviaire ou en poids lourd. Pour les ports, ce serait en bateau pour une partie des flux. Ensuite, vous avez l'approche périurbaine et enfin, vous avez le centre. Et il y a une première chose qui peut être assez intéressante sur ce graphique, c'est qu'en fait, en termes de CO2 en ordre de grandeur, on peut avoir presque les mêmes émissions à chaque maillon. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est proche que l'on est nécessairement vertueux. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. On peut voir que dans l'idéal,
je vais peut-être commencer avant d'aller vers l'idéal, vers une pratique ancienne, mais qu'on peut peut-être remettre en cause. La livraison par camion d'entrepôts puis de supermarchés en périphérie conduit en gros à un schéma où on a plus de 100 grammes uniquement en transport pour amener 1 kilo de marchandises en ville, notamment parce que quand on rentre en ville, on y rentre en déplaçant un véhicule qui est lourd avec très peu de marchandises. Et donc, c'est très peu efficace et l'empreinte carbone est maximale à ce niveau-là. On peut avoir des schémas beaucoup plus vertueux où en fait on approcherait en train, on livrait par des véhicules plus lourds le centre de la ville, donc la fameuse ville de 15 minutes, et ensuite on termine à pied dans cette ville de 15 minutes en portant, pour tous ceux qui le peuvent, leurs courses en se faisant aider par des services. Et puis vous auriez des schémas Internet ou de e-commerce qui seraient un peu intermédiaires entre ces deux solutions, la livraison multipoint étant plus efficace que les opérations individuelles. Donc, toute opération qui se substitue à une opération individuelle qui est dédiée n'apporte pas un grand secours. Ce qui est intéressant aussi, très intéressant dans ce schéma, à mon sens, c'est que vous voyez qu'entre le scénario du pire, où on est à plus de 100 grammes, et le scénario plus vertueux à isotechnologie, où on est, entre guillemets, à moins de 10 grammes, vous voyez qu'on a quand même des marges de manœuvre tout à fait significatives. Alors maintenant, si on essaie de se dire comment on peut faire pour rendre la logistique plus durable, une des premières difficultés, alors vous savez qu'il y a des choses qui se font, qui existent, les zones à faible émission, etc., donc la conversion des moyens de transport, mais il y a d'autres choses qui sont aujourd'hui encore problématiques, c'est la connaissance des flux. Donc là, vous voyez ici un peu en avant-première des travaux qu'on a menés avec Orange en parfait respect de la vie privée et du secret des affaires, ou par des traces de mobiles dont on peut relier d'une manière statistique, mais très probable, à des transports de véhicules de marchandises, vous avez des flux de transit autour de Paris sans aucun, évidemment, équipement supplémentaire installé dans les véhicules. Vous ne voyez pas la zone urbaine parce que, en fait, ça aurait fait un gros pâté bleu. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens techniques d'avoir la résolution suffisante pour être capable de distinguer à partir d'antennes de téléphonie qui existent des flux suffisamment précisément pour être capable de décrire ce qui se passe à l'intérieur d'une ville. Bien évidemment, ce sera la prochaine étape de recherche que d'essayer d'être plus précis de ce domaine-là. C'est un élément fondamental parce que l'action ne peut venir que de la connaissance des trafics. Mais les trafics, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il savoir ce qu'il y a ici. Alors là, c'est une statistique japonaise. Nous ne sommes pas les seuls concernés par ces problèmes-là, qui vous montre en gros que les camions qui rentrent dans les villes japonaises en masse sont remplis à un petit peu plus d'un tiers et que ce chiffre diminue. Ce n'est pas une grosse surprise parce que de plus en plus, on a des choses packagées, on a des choses, des produits qui sont livrés rapidement et donc c'est au détriment de regroupement, au détriment de la performance. On voit aussi sur ce graphique en bleu les courbes des opérations qui sont sous-traitées et donc qui ont la possibilité d'être partagées et en rouge celles qui ne le sont pas et qui sont évidemment moins performants. Donc on a ici un lien avec les travaux de recherche qu'on mène, l'Internet physique qui est l'interconnexion généralisée des prestations logistiques, donc la capacité de passer d'un service à un autre et de rendre ces services plus partagés. L'idée est vraiment de jouer sur l'efficacité, l'efficience de ces systèmes, mais c'est une remise en cause assez profonde des modèles et c'est des développements technologiques nécessaires assez importants. C'est pour ça que ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais c'est aussi pour ça, compte tenu des enjeux, que l'Europe a fait une feuille de route à 2030 et à 2040 qui regroupe aujourd'hui à peu près 200 industriels pour aller dans cette voie-là. Et je le mentionnerai juste en dessous, une des difficultés, c'est qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, on n'a pas, comme c'est le cas quand on achète un frigidaire, une voiture ou autre, une sorte de label qui nous indique très facilement, d'une manière visuelle, si le service auquel on est en train de recourir est vertueux ou pas. Et donc, évidemment, en l'absence de connaissances, ça n'aide pas. Alors, parmi les solutions, je rejoins ce qui a été dit précédemment. On l'a dit, c'est compliqué en ville, l'accès au foncier, etc. Une des idées a été de mettre en place ce qu'on appelle des hôtels logistiques. Là, vous voyez un exemple au nord de Paris. Donc, ça a été réalisé, où vous avez à la fois
des bâtiments, du tertiaire, un peu de stockage en souterrain, mais aussi une connexion ferroviaire, parce que dans mon schéma, dans l'idéal, un train arriverait au milieu de Paris, aux Invalides ou à proximité, et de là, on repartirait en vélo cargo. Aujourd'hui, on en est très très loin. Toutes les expérimentations ont été au mieux mitigées. Et pour vous dire, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait une seule liaison commerciale qui atteigne l'infrastructure de la Porte de la Chapelle aujourd'hui, alors que le bâtiment est en place depuis 2 ans. Donc, on a beaucoup de travail pour mettre en œuvre ces leviers. Alors, si on parle de la logistique en ville, on peut se dire finalement, et si je prends à la lettre mon schéma de tout à l'heure, ma vue d'artiste, une des manières de faire pourrait être d'avoir des infrastructures dédiées. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Une raison qu'on pourrait dire parisienne, et que je dirais sous forme de boutade, mais qui me vaut de travailler dans un projet très sérieux, qui est de dire comment se fait-il qu'à Paris, ville magnifique, une grande partie des habitants voyagent sous terre alors que les marchandises profitent de la vue. On a là une espèce de paradoxe qu'il faudra essayer de lever un jour. Une des manières de faire ça est de mettre la marchandise en souterrain. C'est ce qui est en train de développer, par exemple, la Suisse, avec un projet qui s'appelle Cargo Souterrain entre ses principales villes, puisque leurs autoroutes sont saturées, et donc ils se disent, passons en souterrain. Alors, ça pose des questions en termes d'investissement, parce que tous ces travaux, évidemment, vont générer des émissions massives, aussi bien pour l'énergie pour creuser les trous que tout le ciment qui sera nécessaire pour consolider ces infrastructures, mais notamment dans une optique de transport, d'infrastructures dédiées et de transport régulé, contrôlé, on sait que les bénéfices énergétiques en exploitation sont tout à fait remarquables. On peut travailler avec beaucoup moins d'énergie et donc on a des retours entre guillemets sur investissement. Mais je voudrais souligner un autre aspect qui est peut-être celui que les économistes appellent l'effet rebond, c'est-à-dire que si on rend la logistique encore plus efficace, on peut être tenté de l'utiliser encore plus, et donc on doit se poser la question aussi de rendre les conséquences de la logistique aujourd'hui plus visibles. Et donc là, je vous montre une photo de quelque chose qui a l'air d'être assez compliqué, qui est en fait le Double Eleven, que certains connaissent peut-être, qui est le Single Day, qui est en fait, mais qui est la version chinoise de notre, entre guillemets, Black Friday, et qui repose sur, en fait, un jour où on va vendre le maximum de produits, où on va inciter les gens à acheter au maximum, quitte à ce qu'ils en retournent une fraction absolument non négligeable le lendemain, une fois la fièvre de l'achat diminuée. Et on peut s'interroger aujourd'hui sur la manière que l'on peut avoir de rendre nos comportements plus raisonnables. Et il me semble que pour ça, effectivement, il faut avoir connaissance des conséquences de ces activités, ce qui nous aidera évidemment à les utiliser à meilleur escient. Et je dirais que c'est aussi une voie d'amélioration puisque ça nous donne quelques marges de manœuvre dans le domaine si on est capable évidemment d'encadrer ces pratiques commerciales. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Eric. J'aime beaucoup ton dernier slide sur le fait que effectivement la logistique Je vous reste remercie. invisible en termes d'impact. Et donc, en attendant qu'il y ait des questions qui remontent, moi, j'en ai un certain nombre. Alors, déjà, je trouvais que par rapport à ta première remarque sur le fait que des projets vertueux de végétalisation ne semblent pas intégrer les aspects logistiques, mais à l'inverse, je n'ai pas senti que dans les projets logistiques, tu intégrais peut-être la composante végétalisation, voire adaptation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la logistique est évaluée en termes de contenu carbone et d'émissions de gaz à effet de serre, mais pas tellement par rapport aux sujets qui ont été soulevés notamment par Gonnery euh, sur tous ces enjeux d'adaptation et la nécessité de faire face à des éventuels
élévations de température très conséquentes. Alors, oui, c'est tout à fait juste. En fait, alors la logistique est toujours très peu considérée dans les projets d'aménagement. J'étais frappé, j'étais à Stockholm où on a vu un écoquartier quasiment tout neuf où ils avaient mis des systèmes souterrains d'évacuation des ordures, etc. Ils n'avaient juste pas pris en compte la livraison du e-commerce. Donc, il y a une sorte de distance qui existe, notamment entre les urbanistes et les logisticiens. Et c'est tout à fait juste. Alors, il y a des choses qui se font. Aujourd'hui, par exemple, les nouveaux entrepôts sont évalués sur leur qualité environnementale. Les toits qui représentent des surfaces importantes peuvent être utilisés souvent pour faire du panneau solaire, voire pour être végétalisés. Donc, il y a cette préoccupation monte, mais on reste avant tout dans une activité économique dont la rentabilité est compliquée au niveau urbain et pour laquelle, en fait, il est difficile de développer de grandes solutions vertueuses. Une des vertus de la logistique serait déjà d'arriver à rentrer dans Paris pour être efficace. Et déjà, ça, on n'y arrive pas. Alors, on pourrait évidemment la jumeler avec d'autres choses, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Un logisticien ne peut pas payer le coût du foncier typiquement en ville, y compris dans des espaces souterrains. Alors, il y a des choses qui peuvent se libérer dans les années à venir, notamment les parkings souterrains, qui peuvent être des espaces tout à fait intéressants. Alors, on ne fera pas grand-chose pour la végétalisation souterrain, mais on peut revaloriser certains espaces existants. Mais là encore, c'est compliqué car ça a été conçu pour les véhicules. Il y aura des travaux d'adaptation extrêmement importants pour arriver à faire rentrer ne serait-ce qu'un vélo cargo dans un parking souterrain en fonction de la pente, etc., en toute sécurité. Je voulais revenir juste aussi sur un autre point avant de remonter les questions. Euh, Tu as parlé de cette infrastructure Porte de la Chapelle et il me semble, donc si on reste sur l'exemple de Paris, qu'il y a des grands projets autour des gares existantes. Et donc je suis étonnée, mais très naïvement certainement, qu'il n'y ait pas eu une conjonction de réflexion qui ferait qu'au lieu de créer une nouvelle gare là où elle n'existe pas, on ait pu exploiter des infrastructures existantes et engager des trains spécifiques Oui. là où il y a déjà une gare. Alors, j'avais un très beau projet qui n'a pas débouché. On n'a même pas soumis. Pour, par exemple, parce qu'on avait juste quelques briques de parpaing qui, par exemple, si tu connais un tout petit peu, partageaient Poupée Saint-Lazare d'un ancien lieu de la Poste qui est aujourd'hui partiellement inoccupé puisque le courrier a fortement diminué. Donc, si vous connaissez la gare Saint-Lazare, vous imaginez que le long des voies, un peu en amont des quais pour les voyageurs, vous avez tout un espace logistique qui existe encore aujourd'hui, qui n'est pas totalement condamné. Euh, les acteurs, et notamment les acteurs ferroviaires, ont refusé de participer à ce projet pour des raisons qui leur appartiennent. Et c'était pourtant un projet qui me semblait assez intéressant, en tous les cas, à tester. Voilà. Donc, on a eu différents arguments totalement contradictoires. Le premier étant, bien sûr, aucun problème, mais c'est pas un projet de recherche. On va vous vendre un sillon pour aller à Saint-Lazare avec un train de marchandises. Cela ne pose absolument aucune question, ce qui me semblait une vision un peu optimiste de la chose, puisque ça ne se fait pas. Ou un deuxième point de vue, toujours d'un acteur ferroviaire, qui vous dit c'est une plaisanterie, nous n'arrivons déjà pas à faire circuler les voyageurs à Saint-Lazare, il est donc hors de question qu'il y ait un sillon supplémentaire dédié à la marchandise. Entre les deux, toutes les interprétations sont possibles. Voilà pour Ok. ce micro-sujet parisien et on peut le décliner sur les différentes infrastructures parisiennes. Et c'est pourquoi il y a aussi un projet, mais dont je pourrais te parler directement, sur une infrastructure spécifique qui pourra être construite sous Paris, dédiée. Mais là encore, ça soulève quelques questions pour nos acteurs institutionnels qui ne sont pas résolus aujourd'hui. Merci beaucoup. Gonnery se demande quel est le potentiel des véhicules intermédiaires entre voiture et vélo pour la logistique urbaine.
Alors, un véhicule est toujours quelque chose qui est intermédiaire. C'est une question aujourd'hui qui travaille beaucoup les constructeurs, les Volvo, les Renault, enfin, aussi bien les constructeurs de camions. Donc, c'est une très bonne question que les constructeurs de véhicules, notamment parce que on sait très bien que les poids lourds sont relativement inadaptés au centre-ville. Et c'est aussi une question qui est liée, en fait, à la manière de transborder dans ces véhicules. Donc, on remet un peu en question l'architecture des véhicules. Et ces véhicules sont d'autant plus nécessaires que si on se déplace, nous, consommateurs, citoyens, à pied ou en vélo, on va être peu disposés à transporter des canapés ou des courses un peu importantes pour familles nombreuses. Aujourd'hui, donc, ce qu'on pourrait appeler le véhicule utilitaire léger ou lourd se cherche. On a donc les constructeurs qui réfléchissent à des nouvelles architectures véhicules. Un des prérequis, à mon sens, mais peut-être que d'autres ne seraient pas d'accord avec ça, ce serait de jumeler ces véhicules à des conteneurs de taille intermédiaire, de type, par exemple, 2 mètres cubes, qui permettrait de faire le lien entre des activités industrielles qui se dérouleraient à l'extérieur de la ville, ou en tous les cas à l'extérieur des zones trop denses, et qui pourraient néanmoins être repris à l'intérieur de la ville par des moyens légers. Aujourd'hui, ceci n'existe pas, mais c'est un peu la poule et l'œuf entre les véhicules et ce type de moyens. On peut penser que nos amis suisses, s'ils vont au bout de leur projet de cargo souterrain, auront besoin d'un tel type de contenant parce que, arrivé en ville, on ne va pas tout reprendre à la main systématiquement. On aura besoin de moyens de manutention efficaces pour que le débit soit présent. Oui, quand vous êtes dans un tunnel, il faut absolument qu'il soit rentabilisé au maximum. Donc, vous ne pouvez pas avoir une file d'attente dans le tunnel parce qu'on décharge les véhicules à la sortie du tunnel. Euh, pour rebondir sur l'exemple que tu as donné sur le jour de consommation en Chine, en écho au Black Friday, une question se pose sur les biais cognitifs éventuellement qui ne permettent pas de changer finalement les comportements de consommation et de savoir si finalement l'introduction de l'aspect logistique et la compréhension des impacts pourrait changer ou pas les choses de ton point de vue. Alors, c'est des sujets qui font actuellement l'objet de recherches, notamment pour savoir quel est l'impact de la livraison d'un colis. La question est simple, la réponse est très compliquée, puisque suivant l'endroit où vous habitez, suivant le moyen que vous allez utiliser pour aller récupérer votre colis, chez vous, dans un point relais, dans un magasin, les réponses sont assez variées et donc l'évaluation globale est assez compliquée. Donc, mais je pense qu'on va assez rapidement arriver à montrer, et à mon avis, c'est un préalable, les conséquences de. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait d'abord une prise de conscience de quelles sont les conséquences de mes choix entre aller faire mes courses à pied à côté de chez moi, où j'aurai un impact CO2 marginal, parce que j'aurai peut-être une légère accélération du rythme cardiaque, mais ça n'ira, et donc de ma consommation d'oxygène, mais ça n'ira pas tellement plus loin, avec le fait de me faire livrer uniquement mon pot de glace surgelé par un drone, ou même si c'est un drone électrique, on peut raisonnablement penser que c'est pas si malin que ça d'un point de vue environnemental, le tout en moins de 10 minutes. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est quelques ressorts économiques qui se mettent en place. Les livreurs en moins de 10 minutes de cacahuètes pour les apéritifs vivent des jours difficiles. Donc cette bulle est en train d'éclater, ils sont allés un peu loin. Il y a tellement de choses à faire sur cet aspect de l'efficacité de la logistique en ville. La mairie de Paris n'a à peu près pas d'idée et je ne vise pas Paris sur par où ça rentre, est-ce que les véhicules sont bien utilisés, etc. Donc on a un travail considérable de recherche pour évaluer la performance des systèmes, en donner une image la plus fidèle possible, la moins biaisée possible aux citoyens. Et à partir de là, je pense qu'on sera plus à même de dégager les moyens nécessaires pour trouver des solutions, y compris en passant par de la réglementation. On voit l'importance de la réglementation sur les emballages, sur le réutilisable, et on pourra avoir aussi des réglementations qui peuvent aller être un peu plus adaptées que simplement la low emission zone, qui est certes intéressante, mais qui ne traitera pas du tout tous les problèmes
que l'on peut connaître aujourd'hui. Alors, je vais poser la dernière question. Je pense qu'on a répondu à Eric Van Liem, puisque j'avais la même interrogation que lui, en te challengeant encore plus, puisque le sujet est de connaître les figures prévisionnelles de la ville de demain, d'un point de vue logistique et par rapport aux besoins en énergie, électricité, GNL, méthane de biomasse, hydrogène, etc. Alors là, je n'avais pas cette question en tête, mais je pourrais. Alors, tous les calculs, les rapports sur les forums ou les organisations internationales sur la logistique, les derniers rapports dont on disposait pré-Covid et même jusqu'au Covid montrent des croissances significatives de l'activité logistique. Donc, on peut se dire que d'un point de vue énergétique, la dépense énergétique liée aux activités logistiques est toujours en croissance jusqu'à présent. Elle a toujours été plus forte que les progrès qu'on faisait sur le rendement énergétique. On est en train d'arriver à un moment où on est à peu près étal. C'est-à-dire qu'en fait, les progrès qui sont faits en termes d'efficacité compensent à peine la croissance de l'activité du secteur. Ce qu'il faudrait, bien évidemment, si on veut remplir notre quote-part des cibles, aussi bien européennes que de 1,5 de degrés, etc., ce seraient des progrès qui sont drastiques. Je partageais ça avec les élèves. C'est vraiment, on a besoin d'une rupture de pente. C'est-à-dire qu'il faut complètement changer les opérations et c'est pour ça que nous, on essaye de mettre en avant la théorie qu'on a proposée et on invite d'autres à en faire tout autant et on l'a portée au niveau européen parce qu'il nous semble que sans des changements profonds d'organisation, nous n'arriverons pas aux cibles qui nous sont données, en tous les cas pour le secteur qui est le nôtre. Et Donc juste, en fait, si on ouais. arrive à maintenir le niveau actuel, c'est déjà pour l'instant, c'est le meilleur qu'on peut faire. Si on gagne un petit peu, on aura fait pas mal. Mais pour l'instant, on n'a rien qui nous permette d'être, je dirais, de se rassurer sur l'atteinte des cibles qui nous sont données. On est divergent. Donc, pour transition avec l'exposé de Pascal, une dernière question sur le manque de discussion entre urbanistes et logisticiens. Euh, Est-ce que finalement la formation des flux et des choix de moyens de transport n'est pas simplement la conséquence inéluctable des choix d'urbanisme? Euh, C'est un constat. Écoute, je vais donc donner la parole à Pascal Sabat, qui va donner un point de vue complémentaire en nous parlant d'urbanisme en milieu tropical pour favoriser la ventilation naturelle. Je présente Pascal, qui est professeur en génie énergétique au Centre d'efficacité énergétique des systèmes de l'École des mines de Paris et qui déploie des travaux sur les bâtiments et les systèmes, la climatisation à faible consommation d'énergie, la ventilation naturelle des bâtiments et la thermodynamique, et qui, après avoir fait une thèse aux mines, et avant d'y revenir, a fait un passage par Veolia pendant quelques années comme ingénieur de recherche. Pascal, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais dire que je ne suis pas urbaniste, hein. Je vais présenter des travaux de recherche qu'on a menés au Centre d'efficacité énergétique des systèmes qui apportent des éléments de réflexion pour les urbanistes. Donc, la question posée porte sur la conception urbaine en milieu tropical pour favoriser la ventilation naturelle comme une solution passive pour le confort thermique. Alors pour commencer, quelques éléments de contexte. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à gauche, le parc mondial de climatiseurs est en forte croissance et on n'est qu'au début et il devrait être multiplié par 3 à l'horizon 2050. Donc, le besoin de froid dans les bâtiments est en forte croissance, lié notamment à l'augmentation des épisodes caniculaires.
je voudrais quand même dire qu'on sait fabriquer des climatiseurs très performants, avec des coefficients de performance saisonniers qui sont de l'ordre de 6, voire plus. On peut aller jusqu'à 12 avec les meilleurs équipements disponibles. À quoi cela correspond? En fait, un coefficient de performance saisonnier de 6, ça veut dire que pour 1 watt électrique consommé, on va produire 6 watts de froid. Cela dit, même si on sait faire des équipements de climatisation performants, le déploiement massif des climatiseurs va inexorablement entraîner une croissance de la consommation électrique dans le monde, qui plus est avec des consommations de pointe très importantes qui vont apporter des contraintes supplémentaires sur les réseaux électriques qui, dans certaines régions, sont déjà en tension. On constate déjà que la climatisation représente 22% de l'augmentation de la consommation d'électricité dans le monde. Donc, compte tenu de ce constat, quels sont les enjeux? D'abord, il y a des risques sanitaires qui ont été évoqués lors de la première présentation. On s'attend à une surmortalité de l'ordre de 2 à 6% liée aux épisodes caniculaires. La canicule de 2022 aurait fait près de 22 000 morts en Europe. Donc, il est nécessaire d'apporter des solutions pour assurer un meilleur confort des personnes, tout en limitant la consommation d'énergie de refroidissement. Maintenant, la question est pourquoi s'intéresser au milieu intertropical? Comme vous pouvez voir sur cette carte du monde, la plupart de la population, 40%, vit dans les zones intertropicales, des zones où le besoin de refroidissement est le plus important. D'autre part, on a une population qui est en majorité en précarité énergétique et qui est en forte croissance. Mais dans ces zones, on peut profiter des alizés, donc un fort potentiel de vent toute l'année, et donc un fort potentiel de ventilation naturelle pour le rafraîchissement des bâtiments. Alors, je vais maintenant aborder la question de la ventilation naturelle, vous donner quelques principes de ce mécanisme. Donc, si on regarde sur le graphique à gauche, vous voyez un bâtiment qui est donc soumis au vent et l'écoulement va être perturbé par le bâtiment, générant une surpression sur la façade au vent et une dépression sur la façade sous le vent. Cette différence de pression entre les deux façades va permettre de générer des forces naturelles qui sont un flux d'air de la zone en surpression vers la zone en dépression. Ce principe est appelé ventilation traversante. Il existe d'autres modes de ventilation naturelle, ce qu'on appelle la ventilation monofaçade, c'est-à-dire qu'on va avoir une ouverture que sur une façade du bâtiment. On va pouvoir profiter des effets du vent et aussi de l'effet thermique entre l'intérieur et l'extérieur qui va permettre d'avoir une circulation d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Cela dit, le potentiel de la ventilation monofaçade est beaucoup plus faible que celui de la ventilation traversante. Dans le cas de la ventilation traversante, les effets thermiques sont négligeables devant les effets du vent. On a une autre solution qui repose sur du tirage dépressionnaire en créant des émergences en toiture qui vont générer des dépressions en toiture et qui vont favoriser un écoulement par différence de pression entre façade et émergence. On a aussi l'autre option avec un tirage thermique où on va chauffer une zone qui va permettre d'élever d'élever la température de l'air et engendrer un flux ascendant. Alors, la ventilation naturelle, c'est un phénomène physique qui paraît simple, mais il est très difficile à évaluer
Et exploiter ce potentiel est relativement compliqué. On dispose donc des données météo qui vont être des stations météo, généralement proches des aéroports, en dehors des villes. Et ce vent va arriver dans les villes et on va subir donc des frottements à la surface de la planète. Et donc, on va avoir, du fait de la rugosité du sol, un effet de freinage et une modification donc de la couche limite atmosphérique. Évidemment, l'urbanisme va jouer aussi sur la réduction de la vitesse du vent. Tout l'objet est de concevoir des villes qui vont permettre de réduire à minima la vitesse du vent et d'assurer des écoulements autour des habitants, des habitations, la meilleure possible, donc assurer une bonne irrigation de la ville. Alors, on va regarder quels sont d'abord les potentiels de la ventilation naturelle. Donc, on va se placer ici dans un cas d'étude qui est l'île de la Réunion, qui donc se trouve dans l'océan Indien, et sur la station de Pierrefonds. Donc, on peut voir sur le graphique de gauche que les vitesses de vent sont pratiquement toujours supérieures à 2 mètres par seconde. Donc, on a un bon potentiel de vent. Et à droite, sur les deux rosaces de vent, de nuit et de jour, on voit qu'on a en fait deux orientations privilégiées du vent, donc qui sont un atout pour la conception des villes, parce que évidemment, on ne va pas faire tourner les bâtiments en fonction de l'heure de la journée. Qu'est-ce qu'on observe en termes de température? Alors, on a très peu de différence entre le jour et la nuit dans les zones tropicales. Donc, ce qu'on peut obtenir au maximum avec la ventilation naturelle, en ayant une très bonne irrigation des habitations, c'est d'obtenir la température extérieure à l'intérieur. Donc, ça va permettre d'évacuer toutes les charges thermiques du bâtiment. Donc, évidemment, dans des scénarios comme ça a été présenté dans la première présentation, avec des élévations de température très importantes, cela pourrait remettre en question, dans pas mal de zones, le potentiel de ventilation naturelle si les températures extérieures la nuit sont trop élevées. Sur le diagramme de droite, on vient voir un diagramme psychrométrique, température, humidité spécifique, et des diagrammes de confort de Givoni. Donc, en bleu foncé, vous avez le diagramme de confort classique dans une maison, et en bleu pâle, vous avez l'augmentation de la surface de confort, de la plage de confort, liée au fait que on va profiter de la ventilation naturelle, des vitesses de vent importantes qui vont améliorer les transferts convectifs sur la peau, ce qui peut être aussi amélioré par l'usage de brasseurs d'air. Alors maintenant qu'on a vu le potentiel de la ventilation naturelle, mais aussi la difficulté de l'exploiter au niveau des bâtiments, on va s'intéresser à comment concevoir un urbanisme climatique et donc exploiter au mieux donc, ce potentiel. Alors on va devoir jouer sur l'espacement entre les bâtiments, les hauteurs des bâtiments, les orientations des bâtiments. Alors comment on va travailler au niveau de la recherche? On va faire des études sur des maquettes de quartiers donc en soufflerie. Donc on travaille avec soufflerie historique Eiffel. Donc, vous avez la maquette d'un quartier. Et on va faire aussi donc, des études de simulation numérique dynamique des écoulements autour des bâtiments. Les études de simulation numérique vont nous permettre de faire des études paramétriques pour faire ressortir quelques règles de dimensionnement de ces quartiers. Alors,
Je vais vous donner quelques règles. Je ne vais pas rentrer dans le détail qui, à mon avis, n'est pas utile ici, de règles de conception urbaine. Donc, quelques principes assez simples, hein. Euh, donc, l'idée, c'est que par rapport à l'orientation du vent, donc il est préférable d'avoir une construction de la ville de façon ascendante en termes de hauteur, hein, les bâtiments les plus bas en amont et en aval les bâtiments les plus hauts, ce qui fait que tous les bâtiments pourront profiter du vent et d'avoir les zones en amont les moins denses possibles pour faciliter les irrigations dans les zones 2 et 3. On peut aussi envisager des logements qui sont construits sur pilotis pour assurer des bonnes irrigations dans les zones basses, notamment pour le confort extérieur des occupants et pour des quartiers qui pourraient être situés donc en aval de bâtiments sur pilotis. En ce qui concerne donc les structures bâties, on peut envisager plusieurs architectures, des architectures en créneaux qui vont permettre de créer des zones en surpression, comme on le voit ici, et des zones en sous-pression, et donc qui vont permettre de favoriser les écoulements internes dans les bâtiments. On peut envisager aussi des architectures en U, qui vont donc générer des surpressions plus importantes dans la zone du U, et de l'autre côté, des zones en dépression. Ensuite, on peut imaginer des solutions avec des émergences qui vont générer des dépressions. Par exemple, un patio dépressionnaire, comme on le voit sur cette image à gauche, ou bien des rues canyons dépressionnaires avec des émergences, ici aussi, qui vont permettre de générer donc des zones en surpression ici et des zones en dépression au niveau des émergences. En conclusion, alors ce qu'on peut dire, c'est que on a besoin de concevoir des quartiers qui vont se reposer sur un certain nombre de questions. Donc d'abord la typologie des tissus urbains en fonction des conditions de ventilation de la parcelle et en se posant des questions sur les formes constructives. Le droit au vent devient un enjeu majeur de l'urbanisme euh, dans les zones où évidemment il y a un potentiel d'exploitation de ce vent, et la connaissance des impacts d'un nouveau tissu urbain est un préalable pour l'urbaniste à la conception, mais peut aussi orienter des textes réglementaires comme le PLU, par exemple. Si l'urbanisme climatique permet d'obtenir des coefficients de pression intéressants en façade des bâtiments, il reste toutefois nécessaire de travailler sur les porosités de façade intérieure et sur les porosités intérieures pour profiter de ce potentiel de débit traversant. Donc aujourd'hui, on travaille sur des architectures internes qui vont permettre d'exploiter au maximum donc ce potentiel externe, et on va aussi analyser comment les porosités de façade, par exemple l'ajout de ventelles, de volets ou de moustiquaires, qui sont un souci en zone tropicale, vont atténuer le potentiel de la ventilation naturelle traversante. Merci de votre attention. Vous pouvez voir ici un exemple de bâtiment qui va être construit en ventilation naturelle traversante, qui est l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion. Merci beaucoup, Pascal, pour cet exposé. Je vais d'abord te relayer la première question sur laquelle il y a eu un petit échange et qui dit que les investissements en photovoltaïque vont engendrer des surproductions en été, donc le développement de la climatisation qui est bien corrélé avec la production PV.
ne devrait pas poser de problème du point de vue énergétique et du climat? Alors, bah, alors, on peut parler des problèmes de ressources, hein, d'utiliser des climatiseurs, du PV. Cela dit, effectivement, la concomitance entre les besoins de climatisation et la production électrique liée au PV est tout à fait valable, hein. Donc, effectivement, on peut se dire qu'on pourrait mettre que des climatiseurs partout avec du PV et on réglerait le problème. C'est un coût pour la société et c'est un coût notamment dans des zones où il y a une grande précarité énergétique, où les gens n'ont pas forcément les moyens de se climatiser et s'acheter des, des panneaux solaires. Je voudrais rebondir en fait sur cette question parce que euh, en zone intertropicale que tu as mentionné, en fait, il y a une nouvelle culture de la climatisation qui Hmm. se développe. Et ça, au détriment de méthodes de ventilation naturelle qui correspondent en fait à la conception des habitats traditionnels. Donc, comment, enfin, je ne sais pas si ça fait partie du projet, mais il me semble que c'est un sujet très important sur le fait d'avoir l'adoption de ces technologies comme peut-être vecteur d'accès à un certain progrès ou à du confort. Et en plus, le détournement de l'usage des technologies, puisque on se rend compte que parfois les climatisations sont utilisées avec de la ventilation en parallèle, naturelle. Hmm. Donc, est-ce que c'est des éléments enfin, sur lesquels voilà, tu peux faire un commentaire? Et puis après, j'aurais une autre question, mais je te la livre tout de suite. C'est finalement, quand vous concevez une organisation de l'ensemble des bâtiments, ça doit être forcément corrélé au fait que on va utiliser de la ventilation naturelle, or, à l'intérieur de chacun des bâtiments. Or, comment en être bien sûr et comment ne pas voir encore une fois cette compétition entre climatisation et ventilation naturelle s'opérer de fait? Alors, effectivement, mettre des climatiseurs, ça pose aussi des problèmes dans les villes, notamment parce que ça contribue à l'effet de chaleur urbain et ça va entraîner finalement une surchauffe qui va entraîner le besoin pour d'autres personnes qui étaient en situation confortable de mettre aussi des systèmes de climatisation. Il est évident qu'il faut concevoir des quartiers entiers, hein, en ventilation naturelle, et ça se fait notamment à la Réunion, hein, qui est un peu notre terrain d'étude. Et si on construit un nouveau quartier juste à côté, dans le sens du vent, il peut effectivement rentrer en compétition avec les bâtiments déjà construits et bah, les nouvelles habitations ne pourront plus profiter du vent et de la ventilation naturelle. Donc, il y a vraiment des contraintes par rapport à ça. Installer des climatiseurs, c'est aussi une contrainte parce que c'est rajouter donc une charge thermique dans la zone. Donc effectivement, il faut que ce soit un raisonnement qui soit à l'échelle de quartier, hein, et pas aussi par rapport à l'environnement au-delà du quartier. Les habitations qui peuvent bien fonctionner en ventilation naturelle, c'est des habitations qui ne sont pas des habitations lourdes. Ça ne sert à rien d'avoir d'inertie en milieu tropical. Donc, il vaut mieux des constructions plutôt ouvertes et refaire des constructions tout en béton, refaire des villes euh, dans ces zones-là ne me semble pas très approprié. Alors, je suis pas sûr de répondre à toutes tes questions, mais j'ai C'est pas grave. apporté quelques éléments. Je vais passer les questions des autres et puis si on a du temps, on reviendra dans une discussion globale. Donc, il y a une question sur
la potentielle adaptation de la ventilation naturelle pour des zones hors zone tropicale et de savoir s'il y a assez de potentiel dans certaines zones européennes et si dans une rénovation de maison individuelle, ça aurait du sens de mettre une tour avant. Euh, Alors, il faut avoir donc des régimes de vent qui sont plutôt constants, hein. On voit bien qu'en période caniculaire, par exemple à Paris et dans pas mal de villes de France, il n'y a pratiquement pas de vent. Donc le potentiel est relativement faible. En revanche, dans les zones côtières, on peut, euh, on peut imaginer l'utilisation de la ventilation naturelle. Le problème de toutes ces technologies et ces solutions finalement qui s'appuient sur l'environnement, c'est que on dépend des conditions de l'environnement. Et donc, il faut assurer d'avoir suffisamment de vent, donc toute l'année, enfin surtout sur les périodes estivales quand il fait chaud. Et donc après, on peut envisager effectivement du tirage thermique, donc en mettant par exemple des cheminées en verre sur les zones ensoleillées pour générer du tirage thermique, mais pratiquement ça crée plus de problèmes qu'autre chose. C'est pas facile à gérer, donc ça se fait pas beaucoup. Et les émergences pour faire du tirage dépressionnaire, comme j'ai expliqué, ça fonctionnera que s'il y a du vent. Donc le potentiel en Europe, il est, à mon avis, limité à quelques zones côtières où il y a vraiment des vents pratiquement en permanence. Alors sur la notion de confort à l'intérieur des bâtiments, la question est de savoir si le mouvement d'air provenant de l'extérieur, qui est potentiellement plus chaud que celui qui est à l'intérieur pour des bâtiments isolés, ne va pas générer un certain inconfort, justement. Alors, si en milieu tropical, en fait, on a très peu de différence de température entre le jour et la nuit. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est d'évacuer toutes les charges thermiques à l'intérieur. Et finalement, on aura des températures entre l'intérieur et l'extérieur qui sont très proches. Et les effets convectifs du fait du vent euh, vont donner un confort, même si les températures de l'air vont être un peu plus importantes que si on était climatisé à 24 ou 26 degrés. Si on a beaucoup d'inertie et que on a un grand rafraîchissement nocturne, l'après-midi, on a tout intérêt à fermer les fenêtres et ne pas utiliser la ventilation naturelle. Mais dans les milieux tropicaux, c'est pas forcément intéressant et on a souvent des bâtiments avec très très peu d'inertie. Et euh, quand on a stocké de la chaleur, après pour l'évacuer, c'est pas non plus très facile. Mais par contre, dans des climats plus tempérés, où on a des nuits beaucoup plus fraîches, on a tout intérêt à utiliser la ventilation naturelle que la nuit. Par rapport aux propositions de ventilation naturelle, une question relève l'intérêt potentiel de tirer des enseignements des constructions traditionnelles sur les matériaux, sur l'architecture, sur l'urbanisme. Est-ce que vous vous en inspirez? Euh, oui, alors après, finalement, les principes hein, de base sont bien connus depuis pas mal d'années. Euh, on essaye de les traduire sous la forme alors au niveau architectural, par contre, au niveau de l'urbanisme, c'est pareil, hein, les concepts sont, j'aimerais dire, assez évidents. L'idée, c'est plutôt de les traduire dans des règles, des dimensions limites qu'il ne faut pas dépasser. Mais on s'inspire, oui, effectivement, de l'architecture bioclimatique euh, qui est développée depuis pas mal d'années.
Je pense que les questions suivantes concernent Eric et Gonery sur la question de comment vraiment adapter des villes qui sont déjà construites. Donc l'exemple de Paris comme la capitale européenne la plus mortelle lors de canicule. Donc déjà Pascal, peut-être tu peux réagir par rapport à cette question de la ventilation. Mais les autres enjeux sans doute sont aussi complexes. Par rapport à des villes comme Paris, je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose hein, de la ventilation naturelle, hein, clairement. Il ne faut pas oublier que si ouvrir les fenêtres, ça va générer d'autres problèmes hein, qui sont des problèmes de bruit, hein, de nuisances sonores. Et à Paris, le potentiel de vent, il est très faible, hein, surtout en période caniculaire. Généralement, il y a pas beaucoup de vent, hein, même sur les aéroports, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, il faut envisager dans les villes denses comme Paris d'autres solutions. Euh, j'ai été appelé ce matin par une journaliste de France 5 qui me fait un reportage justement sur trouver des solutions alternatives à la climatisation pour justement les villes denses. Et elle me dit, il cherche des solutions pour, euh, pour faire espérer les gens, voilà, qu'on va trouver, on a des solutions efficaces. Mais en fait, malheureusement, il n'y en a pas. Effectivement, comme l'a précisé Gonéry au début, on peut végétaliser la ville, on peut utiliser des matériaux réfléchissants les solutions pour les villes denses, il me semble que la meilleure, c'est d'utiliser des réseaux de froid qui permettent de limiter les problématiques d'îlots de chaleur urbains. Et, et donc Paris, pour ceux qui ne le savent pas, possède le plus grand réseau de froid d'Europe. Et c'est sans doute la meilleure solution. Euh, mais aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de solution miracle. Vous voulez réagir, Connery? Oui, non, mais je dirais à peu près la même chose, hein. En fait, si vous regardez les tables en fait qui portent sur la faisabilité et l'efficacité des solutions pour s'adapter en fait aux vagues de chaleur, il n'y a rien de extrêmement efficace en fait. Tout est d'efficacité moyenne. Et donc, je pense vraiment que la question, c'est de savoir quelles sont les solutions qu'on mobilise localement, voilà, pour s'adapter, en étant conscient qu'il y a des limites à l'adaptation, quoi. Ce qu'on appelle les risques résiduels, c'est-à-dire en fait les risques qu'on ne peut pas réduire avec le maximum d'adaptation qu'on a pu mettre en œuvre. Eh ben, un exemple en Europe, c'est la mortalité lors des vagues de chaleur. Après, sur la question de la climatisation, le rapport du GIEC il dit clairement que la demande en climatisation va augmenter, hein, notamment Mm. dans le sud de l'Europe. Il dit que c'est efficace, hein, la climatisation, et quand on dit que c'est maladaptatif, la question, en fait, donc c'est dans le chapitre 10 du groupe 2, en fait, les termes exacts dans lesquels c'est décrit, c'est de dire, en fait, la climatisation, elle peut réduire les risques à l'échelle individuelle, mais elle devient maladaptative à un niveau sociétal quand elle est massifiée, en fait. Parce que effectivement, il y a cette demande en énergie, mais surtout, il y a l'expulsion de la chaleur de l'intérieur des bâtiments vers la rue, donc augmentation de l'îlot de chaleur urbain, quoi. Et donc, en fait, on est dans des domaines où je pense que quand on parle de maladaptation, il faut toujours faire attention parce que effectivement, bon, déjà, la climatisation, comme ça a été dit, hein, il y a pas un seul système, il y en a plein. Mais il y a aussi l'idée que une solution, si elle est utilisée de manière, je dirais, bien pensée, on va dire peut-être même sobre, c'est une solution d'adaptation efficace. Mais si elle est généralisée pour la mettre partout, et ben là, ça devient de la maladaptation, quoi. Voilà, c'est peut-être les seules précisions que je peux ajouter. Et comme on voit sur le graphe Eric? hein, ici, Oui, on voit bien pardon. un développement de la climatisation qui est attendu très très fort en Inde, pardon, et, euh, et au Brésil notamment, donc dans des zones tropicales. Eric, tu veux ajouter quelque chose?
Ouais, bon alors sur la question de Paris que je connais un tout petit peu, les variables que peut mobiliser la logistique sont assez faibles, mais ce que j'indiquais au départ sur la logistique qui devient invisible, que en fait un système logistique qui deviendrait souterrain en partie, euh, en fait libérerait de l'espace dans la ville. Or, on le sait à Paris, l'espace est extrêmement compté. Et donc, notre contribution serait peut-être, mais ça demande évidemment des investissements colossaux, de libérer de l'espace en surface. Après, ce sont évidemment des choix politiques que de savoir comment, si on se lance là-dedans, et une fois ces espaces libérés, par quelle autre activité ou pour quels autres usages ils seraient occupés. Je voudrais terminer ce séminaire peut-être par une question autour des villes durables, mais dans d'autres régions que les nôtres, et sur le paradoxe que je constate par rapport au fait qu'on a des solutions qui sont traditionnellement plus résilientes dans ces régions, qui ont été abandonnées au profit du développement et d'un calquage sur les modes de vie et les modèles de bâtiments et de villes plutôt du Nord, et que aujourd'hui il y a cette difficulté à revenir peut-être à euh, des domestications plus traditionnelles, hein, au fait de cette crise climatique, puisque la résilience à la chaleur dans des villes, par exemple, du Sahara, de tout temps, s'est fait grâce à un habitat traditionnel très bien pensé. Et aujourd'hui, ces endroits peuvent se retrouver dans des difficultés du fait de l'accession à une vision moderne. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça et qu'est-ce que vous pensez aussi de ce qu'on pourrait apprendre d'une culture de la résilience et de l'adaptation certainement bien plus établie dans ces régions-là? Peut peut-être commencer, ça va être si vous regardez à nouveau le rapport du groupe 2, tout ce qui est en fait connaissance traditionnelle, en fait, on fait une recherche sur traditional knowledge, ça prend une place importante en fait. Et l'idée générale, c'est effectivement de dire que il y a beaucoup à apprendre des solutions qui existent depuis déjà longtemps dans les cultures traditionnelles, voilà. Et je pense que c'est quelque chose, par exemple, que comment dire, l'ouverture vers davantage de connaissances bien au-delà de ce qui sort des publications scientifiques, donc y compris en prenant en compte en fait, bah voilà, des communautés qui ont voilà, qui, en fait n'accèdent pas, enfin, c'est quelque chose en fait que le GIEC veut prendre en compte. Donc oui, en fait, la réponse générique en fait à ça, c'est de dire les connaissances traditionnelles, c'est vraiment quelque chose en fait que le GIEC met en avant comme étant en fait une source potentielle de solutions très importantes en fait. Voilà, j'ai répondu de manière extrêmement générique, mais c'est peut-être ce que je peux dire. Voilà. Pascal, Eric, vous avez un point de vue? Je pense qu'effectivement, on a à apprendre de réapprendre par exemple, des bâtiments traditionnels, mais la situation aussi a changé, c'est-à-dire que on a un contexte, on a un réchauffement climatique, on a des périodes très caniculaires et il faut quand même réfléchir de comment construire les bâtiments par rapport à un environnement qui a changé et qui va encore évoluer. Donc, on a à apprendre, effectivement, réapprendre de ce qui a été fait, mais on peut peut-être pas tout récupérer non plus. Eric, je te laisse le mot de la fin. Ah, quelle responsabilité. En fait, oui, c'est clair qu'il y a à apprendre. On voit bien qu'on a fait un chemin, par exemple, en éloignant la logistique des centres-villes et qu'on en paye aujourd'hui
entre guillemets, le prix par la multiplication des allers-retours entre la périphérie et le centre. Donc, on voit que tout ce qui a été fait dans les, on va dire, un peu plus de 50 dernières années sur le découplage entre la logistique et la vie en ville, pardon, est problématique. Et donc, l'occupation de l'usage, et j'en reviendrai au plus ancien, qui peut aussi être tout à fait intéressant, le marché. Le marché est une occupation temporaire de l'espace urbain. Et tous les logisticiens qui se plaignent parce qu'ils disent ah, le foncier est trop cher, je leur dis revenons à la base, apprenons à partager l'espace dans le temps, le marché qui a lieu à certaines heures, certains jours. Et c'est aussi une voie pour réintégrer ces activités dont on a besoin dans des milieux urbains sans monopoliser l'espace. C'est un très bel exemple de s'inspirer de ce qu'on faisait traditionnellement. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces trois interventions que moi, personnellement, j'ai trouvées passionnantes. Et donc, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine séance du séminaire qui aura lieu donc toujours en webinaire. Nous vous divulguerons le sujet très prochainement. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.